Ataria Kukabruna Uyurak Chuchanya Suki Ataria Kukabruna Uyurak Chuchanya Suki Tanpa ku jagai kimantang watas hanya rupajkani tanpa ku jayai kimantang watas hanya rupajkani untuk pindah kau sakuna wajah dalman Robert et Jeannette, merci de m'accueillir ici chez vous. On se sent bien chez vous. Merci, bonjour. Je voulais vraiment vous le dire. On comprend que ce livre est tout d'abord un témoignage. Oui, parce que on a 70 ou 74 ans, on écrit notre histoire de vie. C'est le témoignage de ce qu'on a vécu tous les deux. C'est aussi l'envie de partager, de transmettre. Écrire un livre, c'est l'envie de laisser une trace, de transmettre à d'autres, de tendre la main au lecteur et de lui dire un petit peu ce que la vie nous a appris. Et en fait, c'est le témoignage d'un couple. C'est le témoignage d'un couple qui s'adresse à tous, à tout un chacun, comme on dit, face aux grandes difficultés de la vie, la longue maladie, le deuil et aussi le questionnement spirituel. En fait, c'est un livre pour informer, n'est-ce pas? C'est un livre pour aider les autres. Oui, absolument. C'est un livre pour dire aux autres, il faut s'accrocher quand on est face à des difficultés, il faut se prendre en charge. La vie est belle, il faut croire en la vie. Et c'est quand on se prend en charge qu'on avance. Dans cette maison, on a voulu mettre en réalisation concrète les belles idées des écologistes. Et par exemple, la première installation, jusqu'en haut à gauche sur la terrasse, on voit deux panneaux noirs qui sont le capteur à eau chaude sanitaire. La première fois, c'était réalisé simplement avec une tôle ondulée sur laquelle je faisais courir un serpentin de cuivre. L'eau chaude, par effet de la chaleur, montait toute seule, s'accumulait dans un ballon dans le grenier. Au bout de 20 ans d'utilisation, on a changé et on a remis les panneaux actuels qui sont plus performants. Et ce système d'eau chaude sanitaire, sur l'année, nous fournit les 2/3 des besoins du ménage en eau chaude. La deuxième réalisation, ce sont derrière moi le système de chauffage d'appoint à air chaud solaire pour l'hiver. On voit qu'actuellement nous sommes en été, j'ai dégagé la partie de canis qui recouvre et vous apercevez derrière une vitre une tôle noire. On a un grand panneau à ma main droite et un autre panneau à ma main gauche qui est complètement recouvert par la verdure. Au total, on a 10 mètres carrés de capteur à air chaud. Le principe est très simple, il est celui-ci. Le rayon du soleil traverse la vitre. Derrière, le rayon tombe sur une plaque noire qui va devenir chaude. Cette plaque noire chaude émet un rayon infrarouge qui ne peut pas retraverser le verre, donc la chaleur reste piégée dans ce coffre. Et donc l'air chaud va monter et en haut, par un trou à travers le mur, il pénètre dans la pièce arrière. C'est une pièce de 40 mètres carrés. Et je vous garantis qu'en hiver, même quand il fait très froid, si on a 0 degré, moins 5 degrés, on a plus de chaleur qu'il n'en faut dans cette maison grâce à ce système. Il ne coûte quasiment rien à installer, il ne demande aucun entretien. Et ce système à air chaud fonctionne depuis 35 ans, la peinture est garantie d'époque, on n'a jamais eu aucun frais d'entretien dessus. La troisième réalisation dont on peut parler, eh bien, ce sont les photopiles que l'on voit là-haut, le système d'électricité solaire. Ce système a ceci d'intéressant que c'est une installation historique, parce que nous étions les tout premiers à avoir cette installation en 1995. Dans la région Pays de Loire, nous étions les premiers. En France, nous étions le 20e.
Le 20e en France. Oui, oui, c'était une petite association qui s'appelait Phébus, qui avait démarré ça en réaction au Super Phénix dans la vallée du Rhône. Et il y a longtemps que Super Phénix est arrêté et ne fonctionne plus. Et notre installation fonctionne parfaitement, elle est toute fraîche comme une jeune fille. Et ces 18 mètres carrés de panneaux ont donc une puissance de 1800 watts crête. Et le bilan est que sur l'année, en moyenne quotidienne, elle nous fournit 2 fois plus que la consommation d'électricité de la famille. Et aujourd'hui, au bout de 17 ans, elle a le même rendement qu'au départ. Et donc, vive l'énergie solaire. Et Robert, aux détracteurs du solaire, aujourd'hui, 40 ans après, que dirais-tu? Je dirais 2 choses. La première qualité de l'énergie renouvelable, c'est qu'elle est renouvelable. Deuxièmement, elle n'est pas polluante. Troisièmement, elle est distribuée un peu partout à travers le territoire pour être mise à la portée des gens. Donc il faut s'en servir. Et autre idée importante, en 1 heure, le soleil envoie sur la Terre autant d'énergie que toute l'humanité en consomme pendant toute une année. Donc vraiment là, il y a un potentiel fantastique et c'est par là qu'on va trouver la solution à nos problèmes d'aujourd'hui. Et je crois qu'il y a eu aussi des ateliers dans cette maison autonome. Oui, puisque cette installation historique intéressait beaucoup de monde et on voulait en faire la promotion. Et donc on a fait pendant 3 ans des opérations portes ouvertes tous les samedis matins. On a accueilli plus de 3000 personnes qui toutes ont eu droit à leur petit verre de jus de pomme bio et qui étaient enthousiastes. Et ça a fait beaucoup d'émules et actuellement la région Pays de Loire est une des toutes premières en France par la densité de réalisation d'électricité solaire. Voilà un exemple de la transformation de la chaleur en mouvement sans passer par l'intermédiaire d'électricité ou de pétrole ou d'énergie fossile. C'est ce qu'on appelle le moteur Stirling qui a été inventé il y a 150 ans et qui était au début en grande compétition avec le moteur à explosion de nos voitures à essence ou à diesel. Il y a de nombreuses applications et au-delà des moteurs pour des camions par exemple, qui peuvent très bien fonctionner comme ça, il y a des applications aux États-Unis pour fabriquer de l'électricité, c'est-à-dire que vous avez des paraboles solaires, des concentrateurs solaires très grands qui fabriquent de la vapeur et avec cette vapeur qui est chaude, on actionne ainsi des moteurs Stirling très importants et un moteur peut faire tourner une turbine et une turbine peut faire de l'électricité, comme on en fait avec des chutes d'eau, une turbine qui est actionnée. Et donc aux États-Unis, on a de l'électricité importante fabriquée à partir du soleil grâce à des moteurs Stirling. En France, on ne les connaît pas, on ne les utilise pas. En France, on a le nucléaire. Et puis donc, un peu plus tard, le nucléaire arrive en France. Et là aussi, vous avez réagi. Hein. Vous avez même acheté exprès 20 mètres carrés à Plogoff. Absolument. En Bretagne. Absolument. C'était une action commune d'avoir des petits lopins, tout petits lopins de 20 mètres carrés pour rendre l'achat par EDF impossible. Et donc à l'époque, bien sûr, je crois que certains Français doivent se souvenir de ça. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de manifestations. Ah ben oui, c'était les grandes manifestations antinucléaires des années 75-80. Je vois encore les cars de Bretons et de Bretonnes venir débarquer à Nantes pour manifester contre un projet de centrale à côté de Nantes, qu'on appelait la centrale du Carnet. Et il y avait de l'ambiance. Et en plus, au début, vous n'étiez que 2, si je puis dire, pour faire les fameuses démonstrations antinucléaires. Ça se passait comment, cette démonstration? Vous parlez d'ailleurs fort bien dans le livre. Oui, oui. Donc l'idée était celle-ci. À l'époque, il y avait un mouvement antinucléaire qui s'organisait, qui prenait de la force. Mais quand on dit, et c'est la même chose aujourd'hui avec ce qui se passe au Japon, quand on dit aux gens, si on arrête le nucléaire, la question vient, mais qu'est-ce qu'on fait à la place?
Et donc j'avais entrepris une tournée de conférences pour montrer la possibilité de remplacer le nucléaire par les économies d'énergie, par les énergies renouvelables et par du matériel plus efficace. Et donc à l'époque, on a organisé environ 25 conférences à travers les Pays de Loire, à travers la Bretagne. On a été jusqu'à Paris. Et à chaque fois, on était invité par des groupes actifs autour de l'environnement ou des personnes branchées sur l'alimentation biologique. Et on avait des publics qui oscillaient entre 50 et 200 personnes. Et on évoquait les possibilités des énergies renouvelables. Et à chaque fois, par exemple, on parlait des éoliennes. On disait à l'époque, en France, on avait déjà nos 58 réacteurs nucléaires. Et on disait, les éoliennes, par exemple, vont pouvoir remplacer 10 réacteurs nucléaires. Ah ben, on disait c'est un bon coup, alors on disait on va faire péter un pétard de bonheur, on va faire péter nos centrales. Et donc j'avais fabriqué, puisque j'étais chimiste, des petits explosifs, et donc on faisait des pétards qui mettaient de l'ambiance et tout le monde applaudissait. Et donc à la fin de la séance, sur les 58 réacteurs nucléaires, par le jeu des économies d'énergie, par le jeu des énergies renouvelables, par le jeu de comportement, sur les 58 réacteurs, on en avait supprimé 75. Et donc c'était magnifique, sortir du tout nucléaire, on avait la solution. L'Erdre, cette rivière magnifique qui a une histoire très riche. Déjà, Madame de Sévigné, qui venait ici, disait que c'était la plus belle rivière de France. L'Erdre a pour riches voisins les châtelains, les marquis, les puissants qui se sont accaparés toutes ces rives depuis toujours. Et déjà au niveau du début du siècle dernier, il y avait des luttes entre les châtelains riverains et les petits paysans qui voulaient exploiter les champs au bord de la rivière. Et puis dans les années 1975, se sont développées des luttes populaires, inspirées beaucoup par les familles ouvrières de Nantes. Les ouvriers des HLM avaient besoin le week-end de venir respirer en famille le long de cette rivière. Et à l'époque, dans les années 70-75, nous avons vécu une dizaine de grandes manifestations qui réunissaient à chaque fois 2 à 3 000 personnes. Dans cette commune qui n'a que 2000 habitants, c'était quelque chose de fantastique. Et il y a eu quelques affrontements, évidemment, il y a eu quelques péripéties qui ont marqué notre histoire. Et on est pourtant dans une rivière du domaine public. Et en France, la loi dit que s'exerce sur les rives domaniales ce qu'on appelle la servitude de marchepied, qui dit laisser une bande de 3,25 m pour l'entretien de la rivière. Et la loi a décidé d'étendre cette servitude de marchepied au bénéfice des pêcheurs d'abord, puis de leurs familles. Et donc cette lutte continue depuis. La loi en France a évolué dans un sens qui nous est favorable il y a 5 ans de maintenant. Et donc des deux côtés de cette rivière, on continue de lutter et de faire en sorte que les deux rives deviennent accessibles. Oui, et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a vraiment des comités très nombreux qui continuent à lutter énormément. Oui, ça continue. Il y a eu, dans l'année 2011 et 2012, on a déjà vécu 7 manifestations sur les bords de cette rivière pour à chaque fois forcer des barbelés, abattre un pan de mur qui va bloquer cette servitude de marchepied. Et puis les choses avancent quand même progressivement. Et ça s'améliore, c'est une belle lutte populaire. On avait même une petite chanson. L'Erdre arrose des terres volées, volées au peuple qui travaille. Lura, lura, luralon l'air, lura, lura, luralon là. Mais craque le mur de la honte, les bords de l'Erdre sont à tout le monde. Lura, lura, luralon l'air, lura, lura, luralon là. Oui, c'est environ vers les années 70-75. Nous avions formé un groupement d'achat sur la Chapelle. Nous étions retrouvés une trentaine de familles ayant un petit peu le même objectif, c'est-à-dire réfléchir sur notre façon de nous nourrir, d'acheter nos éléments, et puis voir notre environnement.
Je pense à Terre des Hommes nous avait fait réfléchir, mangez moins de viande, réfléchissez sur comment acheter localement et non pas faire venir des produits qui nous reviennent très chers et qui abîment un petit peu la planète aussi. Oui, on faisait des conférences, des réunions publiques où on réalisait, mais vraiment par les tests, la qualité de nos légumes. Robert Chiron faisait l'expérience de la recherche des nitrates dans les légumes, particulièrement les salades, les carottes et les pommes de terre. Les gens devaient être étonnés. Hein. Affolés de Bien voir, sûr. et on mettait en parallèle la quantité des nitrates et aussi les prix. Oui. Payer un petit peu plus cher, le produit plus sain, donc bio, mais on obtenait un légume beaucoup plus nourrissant et moins riche en eau. C'était l'époque où on commençait à s'intéresser à la nourriture bio, à la nourriture saine. C'était les pionniers à l'époque. Hein. Et c'était l'époque où on commençait à manifester aussi contre les eaux empoisonnées par les pesticides, en particulier en Bretagne, avec le lisier, etc. Et aussi, notre fameuse chanson anti-nucléaire dont on parlait aussi, il y avait un refrain, tu te rappelles bien, c'était l'époque où le maire de Rennes avait interdit de boire l'eau potable de la ville. Il avait été courageux. Dans les cantines des écoles, il avait été courageux, quoi. Hein, et on disait comme ça, à la bonne eau de Rennes qu'on boit à la cantine, elle a le goût de la trazine qu'on met un peu partout, avec de temps en temps une bonne petite dose de nitrate pour redonner encore du goût. Et en plus du lisier et de l'ammonitrate que l'on met dans les bois, dans les prés, du côté de chez nous. Voilà, c'était le début de nos luttes, tout ça. Robert, ça fait combien de temps que tu t'intéresses à l'apiculture? C'est ma belle-mère qui m'a donné le virus il y a déjà 35 ans. Oui. Quelle chance! Ah oui, oui. Les petites abeilles, c'est mes copines et je passe beaucoup de temps avec à me ressourcer, à observer la nature, à comprendre les hommes. Il y a plein de choses qu'on apprend en contact des abeilles. Bon, tu vois, les abeilles, elles sont gentilles. Hein. Bon. On entend le bourdonnement. Robert, et de plus en plus on trouve des ruches dans les villes. Oui, c'est dans le cadre de la campagne qu'on appelle l'abeille sentinelle de l'environnement. Et c'est pour montrer que, hélas, actuellement, dans les campagnes, la vie pour les abeilles devient de plus en plus difficile avec l'utilisation des pesticides qui empoisonnent les abeilles et avec les cultures intensives qui font qu'il y a des centaines d'hectares où il n'y a pas de fleurs. Des centaines d'hectares d'un champ de blé, c'est un désert vert qui n'apporte pas la vie du tout. Et il faut protéger la biodiversité, défendre l'abeille, défendre la variété florale, etc. Et c'est Einstein qui avait dit « si l'abeille disparaît, l'homme n'a plus que 3 ou 5 ans à vivre ». Et donc on installe des ruches dans les villes pour montrer que grâce au jardin des plantes, aux petites fleurs des grands-mères, aux fleurs parfois sur les balcons, les abeilles arrivent à vivre et on fait d'excellentes récoltes de bon miel en ville désormais. Et puisque je crois à ça, chez moi à la maison, donc on a nos ruches et puis on produit notre miel et vous voyez, tout se passe très bien. Il y a une grande extension de l'association. Bolivianity a une grande extension. On a démarré en Bolivie. Donc, d'abord, notre organisation, comment est-ce qu'on fonctionne? On va dans une communauté où une vingtaine de familles se sont portées volontaires pour acquérir un cuiseur solaire. Et on a formé une équipe de 5 techniciens et formateurs ou formatrices qui, auparavant, ont découpé des planches, ont préparé des kits à la ville. Et on arrive dans la communauté le lundi. Et là, on réunit les 20 familles volontaires et devant tout le monde, on met des poulets dans des cuiseurs solaires de démonstration.
puis on fait connaissance, on cause pendant 1 heure, on revient autour du cuiseur solaire et on dit aux femmes voici le poulet, il doit être cuit, vous le sortez pour voir. Elles n'y croient pas, elles sortent le poulet et elles se brûlent. Parce qu'en fait, le four, il est à 150 degrés. Et le poulet, évidemment, il est cuit, ça sent bon et c'est gagné d'avance. Et pendant 4 jours, les femmes vont assembler le kit. Elles vont le monter tout en cuisinant dans des cuiseurs de démonstration pour apprendre le tour de main. Donc elles font aussi les choses elles-mêmes. Ça, c'est très Elles important. font par elles-mêmes, c'est la théorie et la pratique réunies. Voilà. Et le soir du 4e jour, les 20 cuiseurs solaires nouveaux sont construits. Et il reste l'examen pratique de passage le 5e jour, c'est-à-dire que dans mon cuiseur tout neuf, moi, femme qui n'ai jamais vu ça de cuiseur solaire, je cuisine devant tout le monde et pour tout le monde. Il y en a qui mettent des poulets, d'autres qui font des gâteaux, d'autres qui cuisent des patates, d'autres qui cuisent des haricots, peu importe. Donc il y a aussi l'idée, excuse-moi Robert, de la fierté en fait des gens. Elles sont très fières parce qu'elles ont assemblé elles-mêmes. Pour beaucoup d'entre elles, c'est la première fois de leur vie qu'elles tiennent un tournevis dans la main. Voilà, elles et sont c'est donc partie prenante. L'objet qu'elles ont assemblé. Et ils sont tous identiques, mais il n'est pas question que je donne mon cuiseur solaire à ma voisine et que je l'échange. C'est mon cuiseur solaire que j'ai fait et que j'emporte chez moi sur mon dos. Pendant 4 mois, on va retourner les voir 1 fois, 2 fois par mois pour faire une petite réunion de suivi et qu'elles échangent entre elles les recettes. Et en même temps, on leur demande une petite participation financière parce qu'il ne faut pas donner complètement. Il faut que la famille en échange donne quelque chose. Alors, on leur demande de payer à peu près la moitié du prix des matériaux avec un microcrédit gratuit pendant 4 mois. Et avant la fin des 4 mois, l'économie sur le combustible de cuisson leur a permis de récupérer leur investissement. Parce qu'il faut savoir qu'en moyenne là-bas, quand on cuisine en milieu urbain, qu'il faut acheter le gaz, le prix du gaz de cuisson représente le tiers du budget de la famille. Le cuiseur solaire est une petite boîte magique à ce qu'on appelle impact multiple. Il agit sur 4 domaines. Le premier domaine, c'est d'agir sur la santé. Parce que grâce au cuiseur solaire, il n'y a plus de fumée de cuisson qui rendent les gens malades, qui font mourir les jeunes enfants. Et deuxièmement, avec le cuiseur solaire, en chauffant l'eau, on peut la rendre potable et il n'y a plus de diarrhée dans les villages où nous passons. La diarrhée qui emporte les petits gamins dénutris. Deuxième domaine d'intérêt, après la santé, c'est le domaine sur l'environnement. Car on va protéger les arbres. Un cuiseur solaire va sauver une centaine d'arbres pendant sa vie d'une quinzaine d'années de cuiseur solaire. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et en même temps, il évite du rejet de CO2 dans l'atmosphère et donc un impact sur ce sacré changement climatique. Le troisième domaine d'intérêt, c'est l'emploi. Car on va créer des emplois de menuisiers, d'une part, et d'autre part, les femmes, avec leur cuiseur solaire, vont pouvoir créer des micro-emplois, elles vont faire des plats cuisinés qu'on va vendre dans la rue. J'ai vu à La Paz des infusions vendues dans la rue, chauffées au cuiseur solaire. J'ai vu une femme qui cuisinait ses poulets dans les rues de La Paz avec son cuiseur solaire, et d'autres qui vendent des confitures cuites au soleil. On crée des micro-emplois. Et en même temps, la femme qui est libérée de la corvée de bois gagne beaucoup de temps. Elle gagne une quinzaine d'heures par semaine, ce qui est énorme. Et ce temps peut être occupé à des choses plus intéressantes, par exemple faire du jardinage ou acquérir une formation. Et enfin, le quatrième domaine d'intérêt, et peut-être le plus sensible, c'est la liberté rendue aux femmes et aux filles qui, dégagées de la corvée de bois et de cette corvée de cuisson dans la fumée, ça prend plus de 20 heures par semaine, tout réuni, les filles retrouvent le chemin de l'école. Et voilà donc cette petite caisse magique, le cuiseur solaire, qui agit sur tous ces domaines. Donc je crois qu'au début, vous avez fait aussi des douches solaires, hein, si ma mémoire est bonne. Oui, on avait fait une douche solaire au Pérou, avec un tuyau d'aluminium, et puis une vitre et une planche, et un bidon de 100 litres. Et cette douche a fonctionné pendant de longues années. Les gens ont dû être complètement épatés, parce qu'en fait, finalement, c'est une idée... Ah, mais c'était une révolution dans le bon sens du terme. Et la grand-mère chez qui on a fait ça n'a jamais pris de douche de sa vie. Elle n'en a pas pris après non plus. Mais elle obligeait tous les gamins et toutes les gamines autour d'elle à aller se laver tous les jours sous la douche. Voilà, et donc
À partir de l'expérience bolivienne, on a progressivement formé une autre équipe au Pérou, puis une autre équipe au Chili, puis une seconde équipe au Pérou, puis enfin une 5e équipe en Argentine. Nous avons maintenant 5 équipes qui sont tous des salariés locaux, qui représentent au total 25 salariés, et dont c'est le travail à plein temps de diffuser les cuiseurs solaires au service des familles démunies dans les Andes. Parce que la situation est la même en Afrique ou dans d'autres pays en développement, de familles démunies qui ont des problèmes d'accès à l'énergie de cuisson. Et on est dans les pays du Sud qui sont riches en soleil. Ces pauvres sont riches en soleil. Et on répond à la demande d'associations amies qui sont déjà implantées en Afrique et on leur transmet notre savoir-faire. On est dans le cadre de la relation Nord-Sud, mais également dans la relation Sud-Sud, parce qu'on fait des échanges de formation d'équipe à équipe d'un autre pays direct. C'est du Sud-Sud. Et on fait aussi du Sud-Nord, parce que à partir d'eux et de leurs valeurs, nous, on apprend beaucoup de choses. Une toute petite anecdote qui m'avait presque bouleversée à un stage, lorsqu'il a fallu remplir les fiches de fin de stage. C'est le petit garçon de 10 ans qui a pris les fiches de sa mère parce qu'elle ne savait pas lire ni écrire. Et je me suis dit, oh là là, si j'étais à la place de cette mère, cela doit être dur à vivre. Et il faut pas que ça continue. Les générations nouvelles, il faut qu'elles puissent étudier, apprendre et réfléchir aussi à leur façon de vivre et comment elles veulent vivre la liberté qu'elles peuvent acquérir. Et qu'avez-vous appris justement dans ces pays andins? Moi, j'ai appris 3 valeurs essentielles. La première valeur, d'abord, c'est le respect de l'environnement. La Pachamama, la terre nourricière, qui est fécondée par Inti, le dieu soleil. Et la terre nourricière nourrit l'homme qui est son enfant. Et si l'homme ne respecte pas sa terre-mère, l'enfant va devenir comme une pierre, il va mourir. Donc respectons la terre, respectons la nature. La deuxième valeur que j'ai apprise chez eux, c'est l'entraide, le travail communautaire. Ce qu'ils appellent l'Aïni en quechua d'ailleurs. Oui. L'Aïni, parce que précolombien. Un homme ou une femme toute seule ne peut pas grand-chose, mais en groupe, en société, collectivement, on peut beaucoup de choses. Un petit peu comme les abeilles sont des insectes sociaux, l'homme est un animal social qui est fait pour mettre en commun ses capacités. Et la troisième valeur que j'ai apprise chez eux, c'est le sens de la fête, le bonheur d'être ensemble. Et ces gens qui sont pauvres, entre guillemets, mettent parfois des moyens considérables pour faire la fête, qui va les éclairer dans leur vie pendant une année. Ils ont un folklore, une musique, une joie de vivre et d'être ensemble, dont nous avons grand besoin en France de prendre des leçons, où on a tous, souvent dans les rues, vous voyez les gens qui ont des têtes de déterrés, tristes, pressés, et pas souriants. Là-bas, les gens prennent le temps de vivre.
Robert et Jeannette, donc en 1999, c'est le décès de votre fille Elisabeth. Oui, oui. Non. Oui. En fait, vous avez traversé donc cette période de deuil. Le docteur Elisabeth Kühnler-Ross a étudié, bien sûr, toutes ces phases de deuil. Les poètes aussi ont parlé de ça, disons de l'au-delà, de l'après-mort. Mais maintenant, de plus en plus, l'approche de tous ces phénomènes se rationalise en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, je vais parler au nom de nous deux, mais c'est l'affaire du couple évidemment. Depuis qu'Elisabeth est partie, il y a 13 ans, on a assez souvent des manifestations qui viennent de sa part, comme des coucous pour nous accompagner. Et ça se manifeste de la façon suivante. Ça peut être par exemple cette photo qui est chez nous dans la cuisine, face à nous tous les jours. Et cette photo, il arrive 5-6 fois dans l'année qu'elle se couche. Et c'est jamais sous l'effet d'une volonté ni d'un événement matériel provoqué par nous, c'est toujours par hasard et par surprise. Et c'est toujours quand dans notre vie quotidienne se passent des événements familiaux significatifs. Et par exemple, lors d'une réunion avec les 7 petits-enfants l'année dernière, ils voulaient connaître leur tante disparue, on parlait d'Elisabeth, et devant les petits-enfants, à table, la photo s'est couchée comme ça. Par exemple, cette année, il y a quelques mois, Jeannette, tu avais retrouvé sa trousse de maquillage et tu la donnais à sa filleule. Sa fille, Paola. Sa filleule Paola, et qui était toute contente de retrouver la trousse de maquillage d'Elisabeth, qui était également sa marraine. Et à ce moment-là, on était là dans la pièce et cette photo s'est couchée, comme un coucou de la marraine à sa petite fille, à travers les airs comme ça. Et d'autres exemples, un autre exemple auquel je pense, un jour on était avec Marthe, notre amie d'Angers, dont le mari était un grand ami à moi, son mari était décédé d'un cancer il y a quelques années, et on parlait et d'André et d'Elisabeth disparus tous les deux. Et on disait, ben là-haut, il doit bien rigoler en nous voyant parler d'eux comme ça, et la photo s'est couchée à ce moment-là. Et même fait merveilleux, cette photo était sur une icône en bois qui, elle, n'a jamais bougé. Mais cette fois-ci, l'icône en bois a bougé après que la photo se soit couchée. L'icône en bois s'est couchée aussi. Et j'ai dit, bien là, ils ont dû pousser fort tous les deux pour faire bouger cette icône en bois en plus de la photo. Et ça, ce sont des affaires vécues. Des expériences les plus récentes, les dernières manifestations, on venait de recevoir l'élaboration de ce DVD, une première mouture provisoire de ce DVD. Et je me suis dépêché de la regarder sur l'ordinateur avec Jeannette, puis au bout de 10 minutes, on a dit on n'a pas le temps d'aller jusqu'à la fin, et j'ai mis l'ordinateur en pause. Et à ce moment-là, moi j'ai dû partir, et je suis rentré 1 heure plus tard, et Jeannette me dit, mais voilà ce qui s'est passé, l'ordinateur s'est relancé toute seule, et il a été jusqu'au bout du DVD. Et j'ai questionné plusieurs amis informaticiens, un ordinateur mis en pause qui se relance tout seul, personne n'a jamais vécu cette affaire-là. Et 2 jours après, on a dit, eh bien, cette mouture de DVD, on va se faire plaisir, on va le regarder sur l'écran de la télévision, qui est plus grand et on avait des plus belles couleurs. Et on a regardé le DVD à la télévision, et puis on a mis la télévision, on a été jusqu'au bout, on a laissé la télévision en veille, et on est parti à Nantes parce qu'on avait une réunion, il était 19 h le soir. On a laissé les fenêtres ouvertes, etc. Mais les portes fermées quand même. Et quand on est rentré dans la nuit à minuit, oh la surprise, il y avait de la lumière dans la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et on a observé, on est rentré, et en fait, c'est la télévision qui s'était remise en route toute seule, qui éclairait de sa lumière intense, en pleine nuit, tout le local, toute cette pièce-là. Et on a demandé aussi autour de nous, cette télévision qui a 20 ans,
Jamais c'est arrivé qu'étant en veille, elle se relance toute seule. Et c'était à l'occasion de cette élaboration du DVD. Et on l'a pris comme un signe venu de là-haut d'Elisabeth qui disait je suis avec vous et puis ça va, je vous accompagne, je suis contente de ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, Robert Chiron, je suis scientifique de formation, j'ai été professeur d'université en fac des sciences, je suis docteur en sciences, et je dis ça pour donner du poids à ce que je raconte, qui sont des choses vécues. Et la conclusion pour nous, c'est que du bonheur, c'est-à-dire que nos morts ne sont pas morts, ils ont vécu un passage, ils sont dans une autre phase, ils sont dans un autre monde. C'est ce que nous apprennent d'ailleurs les Indiens qui disent la vie n'est pas terminée, la vie, moi je continue, je suis la sève qui coule dans l'arbre, je suis le murmure du ruisseau au fond du vallon, je suis le champ de blé qu'on doit sous le vent, je suis le réveil des oiseaux au matin, je suis là, je ne suis pas dans une tombe morte. Et la vie continue, vive la vie. Robert, dans ton livre, tu parles beaucoup de la nature, Oui. de la force que confère à l'être humain la nature. Oui, parce que l'homme fait partie de la nature et évidemment la relation entre les deux est fondamentale. Je suis très frappé par l'observation de la nature, par son ordonnance, par les règles qui la régissent. Et je vais prendre comme petit exemple le nombre d'or. Et simplement, quand on observe des fleurs, par exemple derrière moi, quand j'ai cette fleur qui est l'orchidée, on observe 3 pétales ici et 5 autres là, le chiffre 3, le chiffre 5. Et si on continue dans ce sens-là, beaucoup de fleurs ont 3, 5 ou 8 pétales. Si on observe un ananas, il a des spirales tournées dans un sens avec 8 spirales dans l'autre sens avec 13 spirales, etc. On retrouve des chiffres comme ça. Et on s'aperçoit que à chaque fois que l'on va faire le rapport de ce chiffre le plus grand avec le précédent, on retombe sur un nombre qu'on appelle le nombre magique, qu'on appelle le nombre d'or, tout simplement. Et donc, si je divise le chiffre 5 par le chiffre 3, si je divise ensuite 13 par 8, etc., on s'aperçoit que dans la nature, ce rapport, qu'on appelle le nombre d'or, est là présent et que il correspond à un ordonnancement, à une règle de fonctionnement qui nous échappe, qui vient d'on ne sait où pour l'instant, et que l'on retrouve dans beaucoup de circonstances. Déjà, les anciens connaissaient ça. Et d'ailleurs, les divines proportions, on les retrouve aussi dans le corps humain, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Prenons l'exemple simplement de la taille. Si on mesure la hauteur d'une personne depuis le sol jusqu'au sommet de sa tête, et qu'on la divise par la hauteur depuis le sol jusqu'à son nombril, on va retrouver cette divine proportion qui enchantait nos ancêtres. Et souvent, j'ai mesuré ça avec mes copines, et on faisait celle qui avait la meilleure divine proportion, et elles sont toujours très contentes avec ça. On retrouve ceci dans d'autres règnes de la nature. Par exemple, si je prends un ananas, comme celui-ci, on va s'apercevoir que les écailles forment des spirales qui s'enroulent dans un sens, comme ici les écailles vertes s'enroulent dans un sens, et on a d'autres spirales qui s'enroulent en sens contraire, comme le rouge qui est là. Et si on compte ce nombre de spirales, on va en trouver 13 enroulées dans un sens, et on va en trouver 8 enroulées dans l'autre sens. Et ces deux chiffres font partie de cette fameuse série qu'on appelle la série de Fibonacci. Et lorsqu'on divise le plus grand par le précédent, lorsqu'on divise 13 par 8, vous retombez sur 1,618 environ, qui est ce fameux nombre d'or, avec lequel les anciens ont construit les pyramides. C'est la proportion que les Grecs ont donnée au temple du Parthénon. C'est une proportion qu'on retrouve dans les quintes de musique. C'est une proportion qu'on retrouve dans beaucoup d'ordres de la nature. Et à partir de cette observation des règles de la nature, d'ailleurs en sciences, en physique, on a trouvé beaucoup d'autres nombres, règles, par exemple ce qu'on appelle la force électromagnétique qui relie les atomes et qui fait que le règne matériel ou que le règne vivant existe, que j'existe, mais aussi que ce micro se tienne. Il y a un chiffre qui est là, qu'on appelle la force électromagnétique, et c'est un chiffre qui a pour valeur 1 virgule et des poussières et des poussières et des poussières très longues. Si on change le 20e chiffre après la virgule,
nous n'existons plus, le monde n'existe plus, donc il y a des règles. Et ça me fait penser, bien sûr, à cette fameuse parole de Voltaire, qui disait Voltaire n'était pas du tout un catholique profond, hein, c'était plutôt un athée, et il disait le monde m'interroge, et je ne puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. Et je crois aussi que s'il y a une création, c'est qu'il y a un créateur, et donc il y a un sens quelque part qui est le sens de la vie. Robert, dans votre livre, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les chiffres à propos du cancer. Oui. Donc en fait, vous dites qu'en 1980, il y avait 170 000 cas de cancer, et en 2010, 357 700. C'est-à-dire qu'en fait, ce chiffre a été multiplié par 2 en seulement 30 ans. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'un homme sur 2 sera touché par le cancer et une femme sur 3. C'est ce qu'évoquait d'ailleurs Absolument. Bernard Giraudot quand il disait « nous irons tous à l'hôpital ». Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est très frappant. C'est comme une épidémie, entre guillemets, et c'est tout autour de nous. Il faut savoir que actuellement, au niveau des statistiques, la moitié de ceux qui sont touchés, ils laissent la vie, donc c'est effectivement quelque chose de très grave. Ça touche toutes les couches de la population. On a quand même admis désormais que les problèmes d'environnement sont l'un des facteurs qui intervient dans la majorité des cas. C'est pas le seul facteur déclenchant, mais c'est l'une des causes. Et dans les problèmes d'environnement, il y a bien sûr toute la pollution, tout le côté des pesticides, tout le côté mauvaise alimentation, parfois le côté stress de vie, et il faut s'y intéresser en amont pour éviter ces choses-là. Donc en fait, pour vous, ça a débauché sur une alimentation beaucoup plus saine, je suppose. Oui, d'une façon générale, ça a débouché sur l'intérêt vers les médecines naturelles complémentaires, hein, dont fait partie une alimentation saine. Et il faut savoir que lorsqu'on est pris par cette maladie, la médecine officielle nous propose ces 3 méthodes bien connues, que sont la chirurgie pour extirper la tumeur, la radiothérapie pour brûler la tumeur, ou la chimiothérapie pour empoisonner la tumeur. Ces 3 méthodes sont puissantes, efficaces, mais elles ont des effets secondaires vraiment très forts, très difficiles, très douloureux. Et même dévastateurs parfois. Et dévastateurs parfois, tout à fait. Et il est très important de chercher par des médecines naturelles complémentaires comment donner plus de chance aux malades. Justement, c'est ce qui est vraiment tout à fait remarquable dans le livre, c'est que jamais, Jeannette et toi, vous ne dites non, il faut prendre telle médecine plus qu'une autre. Non. Pour toi, ce sont vraiment des médecines complémentaires. Complémentaires. Mon expérience personnelle est celle de 10 ans de lutte par rapport au cancer. J'ai fait 4 fois des rechutes. J'ai subi 6 opérations lourdes. J'ai subi 2 parcours de radiothérapie. J'ai subi ou bénéficié, comme on dit, 2 parcours de chimiothérapie, parce qu'on peut sourire de ces choses-là. Et évidemment, je commence à avoir une certaine expérience de ce que c'est, des souffrances, des douleurs, des questionnements, par quel bout prend le problème. Et 4 fois, les cancérologues m'ont dit, c'est foutu, on ne peut plus rien pour toi, c'est incurable, tu n'en as plus que pour quelques semaines, on ne peut plus te proposer, on m'a encore dit ça il y a 15 mois, on ne peut plus te proposer de radiothérapie parce que tu as eu 2 fois la dose admissible légale, et c'est interdit. Le chirurgien ne veut plus t'opérer parce qu'il a déjà opéré 6 fois et c'est plus possible d'aller travailler sur ton organisme, quoi, hein. Et donc, prépare-toi au départ, c'est ce qu'on m'a dit il y a 15 mois, c'est une affaire de quelques semaines, de quelques mois, hein. Si tu veux, on peut faire de la chimio pour retarder un petit peu l'échéance. Mais j'ai dit, comme j'ai dit les fois d'avant, bon allez, on y va, je suis entré dans un cycle de chimio, que j'ai arrêté à mi-parcours au bout de 3 mois, parce que c'était tellement dévastateur.
Et je me disais, si je dois partir, je préfère partir les idées claires et assez clairvoyant et non pas comme un zombie, quoi. Et puis, on a fait un contrôle à mi-parcours de chimio au bout de 3 mois. Et là, eh bien, un petit miracle, on a vu, en passant le scanner de contrôle, que le mal était à moitié résorbé, que la tumeur s'était relativement nettoyée. Et on me dit, c'est un résultat extraordinaire. Et je dis à mon cancérologue, que je connais bien au bout de 10 ans, je lui dis, regarde, tu as un gros livre là sur ton étagère, c'est marqué médecine parallèle. Et je lui dis, tu vois, j'ai fait, et tu le sais bien, parce que j'ai toujours joué franc jeu avec eux, j'ai toujours fait l'addition des 2 types de médecine. Et je dis que si je suis là encore aujourd'hui, si j'avais pris uniquement la médecine officielle, je serais mort. Si j'avais pris uniquement la médecine naturelle, je serais mort. Mais grâce à l'addition des 2 médecines, on multiplie ses chances de succès, et c'est ce qui m'est arrivé. Déjà il y a 10 ans, quand j'ai commencé ce parcours de maladie, le gastro-entérologue qui m'a dépisté m'a dit « c'est un cas très mal engagé, le pronostic vital n'est pas bon, car on m'avait dépisté très tard, c'était un cancer du rectum ». Et je lui ai dit « eh bien, je prendrai tout ce que me propose la médecine officielle, mais en plus, je vais chercher par les médecines naturelles complémentaires ». Et le cancérologue m'a dit « tu as bien raison. Ce sont ceux comme toi qui se prennent en charge qui s'en sortent le mieux. » Et c'est ce que j'ai fait. Et au bout de 10 ans, je suis encore là, avec des séquelles, mais j'ai vécu plein de choses. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, parce que on ne parle jamais de guérison dans ce cas-là, on parle de rémission. On a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais j'ai gagné 10 ans, donc j'ai gagné. Et donc j'ai envie de livrer, de partager mon expérience de vie pour mes frères et sœurs malades, pour qu'ils puissent, ceux qui veulent, s'inspirer de ces expériences de vie et en tirer parti eux-mêmes, quoi. Et donc les médecines naturelles complémentaires qu'on peut utiliser, on peut les utiliser avec 3 visées, 3 chapitres d'action, on va dire, quoi. Le premier chapitre, d'abord, ça va être pour renforcer l'organisme. Nous, on peut pas vivre sans ça, quoi. Ça sera par le côté alimentation, et donc Jeannette, tout au long, a été ma partenaire vraiment indispensable, et m'a soigné vraiment par rapport à ça. Elle faisait pousser dans le jardin du jus d'herbe, de l'herbe, du blé bio, elle me faisait des jus d'herbe bio que je prenais avec bonheur, une alimentation étudiée, etc. Retrouver l'énergie, ça peut se faire par des méthodes du type Reiki, par des méthodes adaptées, chacun va faire son choix là-dedans. Ça peut être des séances de magnétisme avec des guérisseurs. J'ai utilisé toutes ces méthodes-là et pour moi c'est fondamental. J'ai utilisé les groupes de prière, j'ai bénéficié de groupes de prière, de ce qu'on appelle la pensée positive sous ses diverses formes, et je suis tout à fait convaincu de l'importance de toucher à toutes ces méthodes qui vous donnent de l'énergie. Le deuxième chapitre d'action des médecines naturelles complémentaires, eh bien, ça va être d'agir pour atténuer les effets secondaires de la médecine officielle. Quand vous prenez une chimiothérapie, elle empoisonne la tumeur, mais elle empoisonne aussi les bonnes cellules, les globules blancs et rouges, tout ça y passe et ça laisse des dégâts. Eh bien, par des produits naturels, on va pouvoir atténuer tout ça, on va pouvoir relever le niveau de globules rouges ou de globules blancs. La propolis, par exemple, qui est un produit tiré de la ruche, a un effet sensationnel pour remonter les globules blancs et les globules rouges. Les produits de Beljanski avec le Realbuid ou le Pao Pereira sont reconnus pour agir, pour remonter les globules blancs. Tu parles de ce professeur Mirko Beljanski qui a eu tellement de malheur, si je puis dire, qui a été tellement attaqué, diffamé, alors que c'était un très grand chercheur. Beljanski fait partie de ceux qu'on appelle ou que j'appelle les hérétiques, qui ont vraiment fait avancer la connaissance dans ce domaine-là, qui ont mis en avant des méthodes nouvelles et qui les ont expérimentées avec bonheur et qui ont connu le succès, y compris dans les hôpitaux français. Et puis ça a porté de l'ombre à des pontifes qui étaient attachés à leurs connaissances traditionnelles et qui s'estimaient supérieurs, et qui ont entamé la chasse aux sorcières, comme du temps de Galilée. Galilée a été le premier à dire que
C'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais l'inverse. C'est eux, Beljanski et les autres. Il y a eu Solomides, il y a eu Le Foll, il y a eu le Tubéry, mon ami de Toulouse, etc. Il y a eu le docteur Amer aussi. Il y a le docteur Amer qui a évoqué le premier, de façon forte, l'influence des chocs psychologiques sur le déclenchement des cancers. Qui ne connaît pas autour de lui un exemple de quelqu'un qui attrape un cancer suite à un deuil, suite à une séparation brutale, suite à une retraite mal préparée? Bien sûr. Et très peu de temps après, on voit un cancer qui se déclenche. Oui. C'est ce qu'on explique aussi en radiesthésie, en fait, que nous avons plusieurs corps, Oui. dont le corps éthérique qui Oui. est tout près du corps Oui. physique, Oui. et que donc quand il y a un très grand choc émotionnel, ça fait comme des trous, et donc là la Absolument. maladie Absolument. pénètre de plus en plus. C'est là la différence avec la médecine officielle qui, la plupart du temps, ne s'intéresse qu'au corps physique, mais qui ignore que l'être est un tout avec un corps, un cœur et un mental. Hein. Et c'est la médecine intégrative qui s'intéresse à cet ensemble de la personnalité que nous sommes et qui agit sur tous ces états. Le magnétiseur, par exemple, va agir de cette façon-là, quoi. Et on pourrait aussi peut-être dire que cette médecine, c'est la médecine officielle, finalement, depuis pas très longtemps. Parce que avant, vraiment, il y avait toute une tradition qui était connue, justement parce que tu évoques la radiesthésie, le magnétisme, Oui. les produits des plantes, etc. Oui. Et les gens n'avaient pas l'idée de nier le potentiel Mais curatif. Bien sûr. Donc ça faisait vraiment partie de notre tradition à nous, occidentale aussi. Oui. Je peux donner pour moi un témoignage vécu. Quand j'en étais en 2003 à ma 3e rechute de cancer, j'avais eu en 7 jours 3 opérations lourdes successives. Et ma fille qui est médecin avait dit à Jeannette, mon papa, ça passe ou ça casse cette nuit. J'étais rendu au bout du voyage, quoi, hein. Pendant ces 7 jours et ces 3 opérations, j'arrivais pas à dormir parce que la morphine me donnait des cauchemars. C'est là que j'ai fait une expérience de mort imminente, l'expérience, j'en reparlerai, de la vie après la vie, etc. Et un matin, j'étais vraiment en train de partir, je ne tenais plus. Et Jeannette a trouvé un magnétiseur. Et ce magnétiseur est venu à la clinique. Et sans me toucher, il s'est mis à côté de moi. Et dans les 2 minutes qui ont suivi, j'ai dormi. Et j'avais pas dormi depuis 7 jours avec tout ce que j'avais supporté. Et c'est à partir de là que chez moi, le fil de la vie s'est rembobiné. Et que progressivement, la vie dans mon être s'est réinstallée. Et je le dois à un magnétiseur. Robert, est-ce que tu pourrais nous évoquer les produits qui t'ont aidé personnellement? Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure que avec les médecines naturelles, on peut agir pour renforcer l'organisme. J'ai dit qu'en numéro 2, on peut agir pour atténuer les effets secondaires. Et le numéro 3, ce sont des produits naturels qui agissent directement sur la maladie elle-même. Et ces produits naturels, ils sont assez nombreux, hein. Et par exemple, je cite avec plaisir les produits issus de la ruche, hein. Par exemple, la gelée royale qui vraiment nous redonne du tonus et relance l'organisme, et la propolis. On a fait des expériences sur des souris où on voit que la propolis fait remonter le taux de globules rouges et de globules blancs de façon phénoménale sur des souris qui, sans ça, crèvent toutes de la maladie qu'on leur a inoculée. Hein, c'est un exemple. J'ai agi avec ce qu'on appelle des champignons chinois, qui sont des champignons desséchés qu'on cultive en France par des docteurs qui cultivent ça en France, et qui agissent directement également au niveau du système immunitaire et de la cellule. Il y a ce qu'on appelle le viscomalbum, qui est des extraits de gui fermentés, mis au point par la médecine anthroposophique. Et De Steiner. De Steiner, j'en utilise régulièrement et je suis vraiment content d'avoir ça. Lakowski a inventé dans les années 1930 cet appareil qu'on appelle un oscillateur à longueur d'onde multiple, c'est-à-dire qu'il émet des fréquences sur une très grande longueur d'onde, puisque ça va de quelques centimètres à quelques centaines de mètres. Et lorsque on se place entre les 2 éléments de cet appareil, le corps est balayé par ces fréquences multiples
Et il y en a forcément une qui correspond à chaque cellule. Et lorsque la cellule déréglée est mise en face de la bonne fréquence qui lui correspond, par résonance, cette cellule malade va retrouver la fréquence qui lui correspond. Un petit peu comme une pendule qui est arrêtée et que l'on va relancer à la main en lui redonnant une impulsion. Et la cellule malade qui retrouve sa bonne fréquence va pouvoir se guérir. Cet appareil a été d'abord expérimenté sur des plantes, puis sur des animaux, puis sur des humains à très grande échelle, en particulier à Paris, à l'hôpital Salpêtrière, avant la dernière guerre, et puis après. Il est encore couramment utilisé en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Suisse. Mais en France, actuellement, on ne le trouve plus tel, parce que Lakowski, hélas, comme beaucoup d'autres de son style, ont subi ce qu'on appelle la chasse aux hérétiques, c'est-à-dire que son travail a déplu à certains pontifes parce qu'il était trop en avant pour sa période. Et Lakowski a dû s'exiler pour continuer son travail aux États-Unis où il est décédé. Et je crois que Lakowski avait beaucoup travaillé aussi avec Nikola Tesla. Oui, parce qu'au départ, c'est inspiré par les travaux de Tesla sur les oscillateurs. Et donc effectivement, c'est une collaboration entre ces deux scientifiques qui a permis d'aboutir à ça. C'est vraiment une machine extraordinaire. Et en plus, il y a les deux antennes tertielles. Oui, on est tout à fait dans ce schéma-là. Et actuellement, on ne trouve plus en France cet appareil-là, sauf à des cas particuliers. Mais il y a des fabricants étrangers qui travaillent sur le même principe des ondes électromagnétiques et on trouve des appareils basés là-dessus. On sent qu'au cours de ta maladie, tu as vécu des moments vraiment très forts. Oui. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous en raconter quelques-uns? Oui. Je vais vous raconter mon expérience de mort imminente, qu'on appelle EMI, NDE, ou les expériences de vie après la vie, dont on commence à parler maintenant. Et je commencerai par vous renvoyer au livre de notre amie Nicole Dron, 45 secondes d'éternité, où elle raconte ce qu'elle a vécu il y a 25 ans, vraiment d'une très belle façon. Et ça nous interroge beaucoup maintenant, tous ces livres qui sortent. Voilà ce qui s'est passé pour moi. C'était à l'année 2003, là j'étais dans une forte rechute du cancer, encore une fois, j'en ai parlé. J'avais vécu plusieurs hospitalisations, plusieurs interventions chirurgicales en 7 jours. Une nuit, on m'a retrouvé, j'avais arraché tous les tuyaux. J'avais un tuyau par la gorge, un tuyau dans le nez, un tuyau dans le ventre, 2 drains, etc. Et j'étais couvert de sang. Et j'ai fait une septicémie profonde, j'étais vraiment à la frontière de la mort. Et je me suis sur mon lit, pendant que j'étais là, je me suis senti partir et je me suis dit, je suis en train de mourir. Et j'étais calme, mais j'étais bien, je me disais, c'est le moment. J'avais pas de douleur et j'avais pas de tristesse. Hein. C'était un moment à vivre, c'était vraiment un passage. Et voilà ce que j'ai vécu dans mon esprit. J'étais d'abord dans un endroit lugubre. J'étais sur une espèce de sentier, bordé à gauche et à droite par des marécages dégoûtants. Et au fur et à mesure que j'avançais sur ce sentier, dans ces marécages dégoûtants, il y avait des cadavres décharnés qui sortaient de la fange, de la boue, qui se relevaient, et je voyais des squelettes gluants qui m'interpellaient, qui voulaient m'attirer, qui me tendaient les bras. C'était vraiment une atmosphère de fin du monde assez épouvantable. Et moi, sur ce petit chemin au milieu, j'avançais, et je voyais loin dans le fond un espace blanc, un halo lumineux, très doux, très ténu, et j'avançais vers ça en laissant à gauche et à droite ces drôles de marécages abominables. Et plus j'avançais, plus j'allais vers cette lumière blanche, et je sentais que j'allais vers un espace de bonheur, de calme, qui m'attirait. Et cette lumière n'était pas vive, c'était une lumière douce, qui m'environnait, qui m'habillait tout autour, qui m'attirait. Et j'allais vers là, et je sentais que j'allais
dans un espace de bonheur où j'avais envie vraiment d'arriver. Et du coup, j'ai en pleuré en parlant, j'avais pas prévu ça, mais c'est des pleurs de bonheur, quoi, c'est bien. Et qui est-ce que j'allais trouver? Est-ce que j'allais trouver le bon Dieu? Est-ce que j'allais trouver Marie? Est-ce que j'allais trouver ma mère? J'espérais retrouver ma fille, notre fille Elisabeth, qui était décédée 4 années plus tôt. Et j'appelais Babette. Et j'étais là, et j'étais bien, je raconte avec bonheur. Et on garde ça, bien sûr. Et j'ai cherché pendant un long moment dans cet espace, j'avais pas envie de partir, c'était que du bonheur, on était bien à tout point de vue, le calme, la lumière, la douceur, être arrivé au bout du voyage de plus de souffrance, etc. Et puis, ça a duré je ne sais pas combien de temps. Et puis, au bout d'un moment, j'ai pas trouvé ma fille. Et j'ai su que c'était pas le moment pour moi de rester là. Et je suis revenu par ce chemin de lumière, mais je n'ai pas retraversé ces marécages glauques et tristes. Et je me suis réveillé comme ça sur mon lit, et j'étais tranquille et heureux d'avoir vécu ça. Et c'est un moment de très très grand bonheur. C'est pas une invention, c'est du vécu. D'autres le racontent et je le dis comme ça très paisiblement, avec une grande certitude. Et j'étais heureux de partir et j'avais aucune tristesse pour Jeannette que je laissais là, pour mes enfants que j'aime beaucoup. J'allais retrouver finalement ce qui est le sens, la vérité de la vie. J'allais retrouver ma vraie maison. Et ça me fait penser à ce qu'a dit mon ami Bernard Giraudot, qui est bien connu, qui était dans les médias, qui est décédé il y a 10 mois. Bernard Giraudot était un homme de médias, on savait qu'il avait été matelot, marin, et quand il est décédé, les journaux ont titré Bernard a pris le large. Comme un marin, il a pris le large, il est parti sur son bateau à voile. Mais Bernard, il avait dit quelques jours avant de mourir, je rentre au port, je vais retrouver ma vraie maison. Et notre vraie maison, elle est là-haut, et c'est ce que j'ai conscience d'avoir vécu. Jeannette, Robert nous a parlé du décès d'Elisabeth. Est-ce que tu pourrais nous en parler aussi un petit peu? Je vais essayer de vous en parler parce que c'est toujours un petit peu difficile. Elisabeth est tombée en déprime pendant au moins 1 an et demi. Et ceci a été très dur pour elle, pour nous tous de la famille. Nous avons essayé de l'accompagner au maximum. Notre fille aînée, qui est médecin aussi, Robert a quitté une partie de son travail. Moi, j'ai laissé adjointe à la mairie de La Chapelle. Je passais simplement conseillère municipale pour être plus proche de notre fille. Nous avons fait ce voyage en Bolivie en 99. À cette époque-là, les médecins nous avaient dit qu'elle était guérie. Nous étions heureux de partir faire ce voyage. En revenant 2 mois après, de nouveau rechute de grave déprime, et c'est là qu'elle a, je crois, décidé de partir. Le fait qu'elle ait été malade pendant cette durée, que nous l'avons suivie, accompagnée du mieux que nous avons pu, parce que nous avons cherché en médecine complémentaire, en méthode de recherche personnelle, d'épanouissement, elle ne voulait pas, elle était négative pour tout, ce qui fait que nous étions presque impuissants à côté d'elle. Et ça, c'est difficile à accepter. Après, toute cette période fut pour nous une marche avec elle. Et on se disait toujours, mon Dieu, est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va partir? Et je crois qu'elle a décidé de partir. Là, nous étions surpris, cassés, comme tout un chacun, mais nous avions quand même fait ce chemin. Ce qui fait que on s'est dit, enfin pour moi,
je me suis dit, eh bien, c'était peut-être sa vie et je dois respecter sa liberté. Je lui avais dit, je respecterai la liberté de chacun de mes enfants. Toi, c'est dur, mais je le ferai. Et étant croyante, j'ai pensé tout de suite que sa vie continuait et que nous allions la retrouver. Bon, je passe toute cette période d'acceptation, de respect de notre fille, que nous aimions, que j'aimais de plus en plus, mais d'une façon très différente. Alors, la culpabilité, bien sûr, est venue en disant « Je n'ai pas trouvé la clé, nous n'avons pas trouvé la clé, ni les uns ni les autres. » Et puis, on s'est dit « Eh bien, et il faut continuer notre route avec elle, mais d'une autre façon. » Et maintenant, quand j'ai des questions, qui me tracassent, je lui pose des questions le soir. Je lui envoie dans le cosmos, dans l'air, dans ce que vous l'appelez comme vous voulez. Et très souvent, c'est le matin au réveil, et très souvent d'ailleurs, quand je suis à faire ma toilette avec l'eau qui coule, et hop, une espèce d'intuition, et j'ai des réponses à mes problèmes. La mort n'est rien. Je suis seulement passée dans la pièce à côté. Je suis moi, tu es toi. Ce que j'étais pour toi, je le suis toujours. Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Parle-moi comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas un ton différent. Ne prends pas un air solennel ou triste. Continue à rire de ce qui nous faisait rire. Prie, souris, pense à moi, prie pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de tes pensées? Simplement parce que je suis hors de ta vue? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Si tu savais le don de Dieu et ce qu'est le ciel, si tu pouvais d'ici entendre le chant des anges et me voir au milieu d'eux, si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les horizons et les champs éternels, les nouveaux sentiers où je marche, si un instant tu pouvais contempler comme moi la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent. Quoi, tu m'as aimé, tu m'as vu dans le pays des ombres, et tu ne pourrais ni me voir ni m'aimer dans le pays des immuables réalités? Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens, comme elle a brisé ce qui m'enchaînait, et quand un jour que Dieu connaît et qu'il a fixé, ton âme viendra dans le ciel où l'a précédé la mienne, ce jour-là, nous retrouverons les tendresses passées. Essuie tes larmes et ne pleure pas si tu m'aimes. C'est un texte très fort qui nous inspire beaucoup, que nous aimons beaucoup et qui correspond vraiment à ce que l'on vit, j'allais dire, au quotidien. Et je vais l'illustrer par un exemple. Nous avons ici une photo d'Elisabeth qui est face à nous tous les jours dans la salle à vivre là. Et souvent j'interroge, je regarde cette photo et Elisabeth est souriante et je continue d'avoir avec elle le rapport qui est dit dans ce texte-là, c'est-à-dire continue à sourire, continue à rire avec moi comme on le faisait quand on était ensemble. Je rajouterai simplement que je répète la phrase de tout à l'heure. Chaque jour est pour moi, pour nous, un cadeau du ciel que nous voulons vivre à plein cœur. Et continuons nos aventures pour une meilleure évolution personnelle, toujours plus vive, et en même temps pour une évolution de toute notre famille, de toute la collectivité, et tout en respectant cette nature qui nous semble maintenant tellement importante. Vraiment, tout ceci, ce sont des cadeaux, et ce soleil au milieu, ouvrons tous nos sens pour vivre à plat. Voilà.
je vous transmets tout mon amour de vie, qui maintenant me semble éternel. Salut à tous.